Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce séminaire sur la question de l'extrême droite qui est aujourd'hui vraiment énormément d'actualité et c'est un immense plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Gianni D'Amato qui a accepté de nous donner ses lumières sur le sujet, tant du point de vue historique, mais aussi du lien qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la montée de l'extrême droite en Suisse, avec le risque de ces discours, et puis aussi une question fondamentale, comment on va combattre. Pour commencer, je présente Gianni qui est ici présent, donc professeur Gianni D'Amato, et donc enseigne à l'université de Neuchâtel. Il dirige depuis plus de 20 ans le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population et depuis 2014, le grand pôle de recherche NCCR On the Move qui est probablement le plus important programme sur le sujet de la migration scientifique en Suisse. Il a fait son doctorat à Potsdam, en Allemagne et travaille depuis plus de 25 ans sur 3 objets précis en particulier, l'histoire des migrations d'abord, les droites radicales et puis la citoyenneté. Et puis ça tombe assez bien parce qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui ensemble et on vous a prévu un programme en 4 grandes phases, et puis il y aura aussi la possibilité de questions-réponses, évidemment. Vous pouvez aussi laisser des questions pendant les discussions, on verra si on les prend tout à la fin, ou si certaines sont plutôt mieux traitées immédiatement. Les 4 thèmes qu'on a envie de discuter avec vous, c'est d'abord la question des initiatives Schwarzenbach, donc parler un petit peu de cette période historique. Depuis le début, on a maintenant des initiatives contre l'immigration, contre les étrangers. Deuxièmement, on va parler de la question de l'ascension de l'UDC en Suisse, de qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est de l'extrême droite ou pas, quels sont les dangers qu'elle porte. Troisièmement, on va parler de l'immigration de masse jusqu'à l'initiative du chaos. Donc, on va parler un petit peu de toutes les initiatives et de tous les discours radicaux de droite qui sont portés sur ce genre de texte, comme celui sur lequel on va voter en juin. Et puis enfin, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Comment on peut combattre? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a pu combattre l'extrême droite facilement? Et puis finalement, quelle est la réponse d'un parti? Alors, Monsieur D'Amato nous donnera plutôt ici les positions d'experts, et puis moi j'essaierai aussi dans la discussion d'essayer d'amener ce que nous, comme parti, le PS, on cherche à faire dans ce combat-là, comment on essaye de se battre contre les discours radicaux, contre la dureté, contre le chaos, et pour faire que les gens en fait puissent vivre bien, sans haine et sans discours qui finalement portent que du mal à l'humanité. Mais pour commencer, si vous êtes prêts et prêts, on va pouvoir commencer avec Gianni. Moi je me suis pas présenté, mais Samuel Bendahan, je suis membre du PS et je suis co-président du groupe socialiste aux chambres fédérales, conseiller national vaudois et puis président de la commission de l'économie et des redevances. Donc mon thème c'est plutôt l'économie et donc honnêtement je vais le dire, avec vous je vais apprendre je pense plus que la plupart d'entre vous parce que il y a beaucoup de choses sur ces périodes historiques et sur ces aspects aussi sombres de notre histoire que je connais moins et je me réjouis aussi d'en savoir plus. Donc mes questions seront probablement un peu naïves, il faudra me le pardonner, mais je me réjouis de réfléchir là autour. Pour commencer, on va parler de ce début de cet aspect plus historique. On va passer une quinzaine de minutes sur chacun des thèmes, qui est la question de l'initiative Schwarzenbach et puis de toutes ces initiatives qui ont ensuite émergé sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai une première question. On connaît encore ce terme, initiative Schwarzenbach. Moi, j'étais pas né quand c'est arrivé, mais c'est quelque chose que les gens ont encore à l'esprit. Et puis finalement, on dit c'est un peu la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'était qui, ce Schwarzenbach? Et puis finalement, c'est quoi cette initiative qu'il a lancée dans les années 70, pourquoi il a lancé ça, puis qu'est-ce qui s'est passé malgré que ça a été rejeté? Donc, premièrement, je veux vous remercier pour l'invitation et pour apprendre ensemble. Moi, je dirais qu'on apprend toujours aussi ensemble. Par rapport à votre question, donc, la Suisse a une longue tradition des initiatives contre l'immigration. Il y a eu déjà une première dans les années 20, qui après a aussi amené à la nouvelle loi sur l'établissement des étrangers en Suisse, et qui a commencé à rendre, disons, à terminer la phase expansive, soit la phase expansive de l'économie, mais aussi de l'immigration en Suisse qui a commencé dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc, avec la Première Guerre mondiale, il y a eu un regret, il y a eu aussi une montée des nationalismes. La Première Guerre mondiale était la guerre des nationalismes, n'est-ce pas? Et à partir des années 20, il y a eu toute une forme de réflexion que peut-être une politique d'immigration libérale devrait terminer. Et ça a amené à la nouvelle loi sur les étrangers et leur établissement. Et ça signifiait aussi que un concept qui a été discuté
au début du XXe siècle, à Zurich, par le chef des services sociaux, Karl Schmid, a commencé à prendre une certaine balance. Cet concept était celui de la Überfremdung. On peut le traduire comme surpopulation, mais ça donne pas vraiment la signification exacte, parce que... Ce serait quoi cette signification exacte alors? La signification exacte, c'est qu'il y a trop d'étrangers, donc qu'il y a un surplus d'étrangers dans le pays, et ça était toujours, disons, un concept qui faisait référence à la démographie, mais pas seulement. La démographie était une question, donc aussi ce fétiche du nombre, n'est-ce pas, qu'à partir des années 60 commence à être réévoqué, mais il y a aussi cette idée de l'indépendance culturelle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a trop des étrangers, des immigrés. Alors, ça signifie que peut-être les Suisses vont s'adapter à une mentalité externe, et ça aurait affaibli ceux qui est l'esprit helvétique, non? Donc, Überfremdung avait aussi une dimension culturelle, mais elle avait aussi une dimension économique, n'est-ce pas? Parce que si on dépend donc de la force ouvrière externe, on perd aussi là de l'indépendance. Et c'était un concept qui est devenu important dans les années 30, avec Monsieur Rothmund, qui était le chef de la police des étrangers, à partir de 1917. Et Monsieur Rothmund était la personne décisive pour mettre le G dans les passeports allemands pour indiquer qui étaient les Juifs, n'est-ce pas? Oui. Donc ce terminus Überfremdung avait aussi déjà une connotation dans les années 30, parce qu'à partir, disons, de la Première Guerre mondiale, il s'adressait plus aux ouvriers italiens, mais surtout aux Juifs orthodoxes de l'Est européen. Juste une question, c'est quelque chose que je me suis toujours posé comme question, historiquement, mais aussi aujourd'hui, mais commençons déjà historiquement. Ça vient d'où cette idéologie? Est-ce que ça vient de gens qui ont cette conviction-là, c'est-à-dire qui sont juste contre les étrangers, qui ont peur vraiment pour leur tradition ou pour leur pays, ou est-ce que ça vient de gens qui ont des autres intérêts, qui ont rien à voir, mais qui utilisent cette haine plutôt pour pousser un autre agenda? J'ai mon petit avis sur aujourd'hui, mais je me pose la question sur le passé. Finalement, est-ce que c'est juste des gens qui ont vraiment une idéologie comme celle-ci, ou est-ce que c'est en fait un vrai mouvement économique derrière aussi? Oui, mais si on parle maintenant des années 20 et 30, mais aussi pour parler de ceux qui s'est passé dans l'après-guerre, moi je dirais qu'il y a tous les deux, n'est-ce pas? Il y a ceux qui instrumentalisent certaines opinions parce qu'ils pensent qu'avec ça, une entreprise politique, un parti, puisse faire des points, et les autres qui sont effectivement convaincus qu'il y a naturellement une différenciation des races, entre guillemets, ou des ethnies, entre guillemets, ou des différentes nationalités, et que donc il y a certains qui sont supérieurs et des autres sont inférieurs, et que les inférieurs puissent créer des problèmes, des problèmes à notre communauté. Et pour cette raison, il faut éviter que ces gens puissent entrer. Moi, je dirais qu'à partir du XXe siècle, début XXe siècle, aux États-Unis, déjà légèrement avant, les pays d'immigration ont commencé à réfléchir quel est le stock meilleur d'avoir chez nous, et ont commencé à différencier, n'est-ce pas? Et aussi les Américains, juste avant la Première Guerre mondiale, avec l'Immigration Restriction Act, ils ont dit oui, disons, les Nordiques, Européens nordiques, ça c'est ok, mais ceux qui viennent du Sud et de l'Est, notamment juifs, ça, c'est moins bien. Donc, il faudrait éviter que ces gens viennent aux États-Unis. Puis comment on est arrivé depuis cette période-là où il y a eu ces initiatives, après il y a eu effectivement ces guerres mondiales, on a l'impression qu'on a un petit peu dit, c'est pas bien finalement, toutes ces histoires. Comment ça revient avec des choses comme Schwarzenbach? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que la Suisse a donné beaucoup des efforts pour éliminer, disons, l'immigration des étrangers. Et disons aussi avec une dureté énorme durant la Deuxième Guerre mondiale, aussi des renvois, disons, où les Juifs qui venaient avaient un transit, un visa de transit, donc ils pouvaient rester, la propre communauté devait payer pour eux et après partir.
ou sinon ils étaient renvoyés. Das Boot ist voll. Le bateau est plein. Donc, on n'a pas de la place pour des réfugiés, on n'a pas de la place pour d'autres qui viennent d'autres lieux. Et donc, ils étaient renvoyés. Et il y a ce film de Marco Simov, Das Boot ist voll, qui reprend une partie de cette histoire, où les gens sont renvoyés à la frontière allemande dans les mains de la SS. Non? Donc ça, c'est aussi passé. Donc, toute la commission Bergier qu'on a eu dans les années 90 a cherché aussi de reconstruire ce passé remote qui n'est pas vraiment passé, n'est-ce pas? La question est bonne parce que, disons, toute la LSE et la loi sur l'établissement des étrangers étaient faits justement pour introduire une rotation des immigrés, ainsi donc le statut de saisonnier, après le statut annuaire, mais surtout celui saisonnier, ainsi que les gens viennent, travaillent, mais après 9 mois doivent rentrer. Non? Et ça, c'était l'idée. Donc, il y a une rotation qui permet, d'éviter que les gens s'installent. Mais venons justement sur ce statut de saisonnier, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà écho à l'initiative, parce qu'on dit, finalement, si on limite l'immigration, on pourrait ramener ce statut. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'était ce statut pour les gens et comment ils le vivaient? Enfin, pourquoi c'est si mal que ça, le statut de saisonnier, finalement? Ça, il y a ce titre, dans un des carnets de Max Frisch, on a appelé des bras, et c'était des hommes, des êtres humains qui sont venus. Non, ça c'était le problème, parce que les gens, ne suivent jamais l'idéologie. L'idée, c'est on les laisse venir, ils travaillent 9 mois, peut-être 2-3 fois. Après 3-4 ans, on prend des autres, et ces gens-là ne peuvent plus revenir, n'est-ce pas? Mais c'était légèrement difficile d'aller dans cette direction, parce que si les gens sont intégrés dans un job, ils connaissent maintenant le job, de le laisser partir, cette personne, de faire venir quelqu'un qu'il faut de nouveau insérer dans les différentes tâches, c'est une perte du temps. Donc, les employeurs ne voulaient pas le faire, et aussi les gens qui sont venus ont commencé à se faire des idées. Si on reste un peu plus long, on peut avoir un permis beaucoup plus stable, et donc faire des épargnes et rentrer. Il y avait aussi ce mythe du retour, n'est-ce pas, qui était un mythe qui était partagé par toutes les deux parties, par les employeurs, parce qu'ils pensaient qu'une fois, ou l'administration suisse, parce qu'ils pensaient qu'une fois ils partaient, mais aussi par les immigrés eux-mêmes. Et donc ça, c'était le compromis d'une certaine manière. Mais à partir des années 50, ça devenait plus en plus clair, non, que les gens restaient. Non, ils ne rentraient pas, ils étaient devenus des annuaires, mais qui ne pouvaient pas amener leur famille en Suisse, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, il y a eu là, vu qu'à l'époque, l'immigration était en grande partie italienne, il y a eu là des frictions avec le gouvernement italien, parce que il y avait un ministre du Travail, M. Sullo, qui est venu en Suisse. Il était responsable pour les accords bilatéraux, et les accords bilatéraux du 48 qui avaient, préparé cette manière de rotation, devaient être renouvelés. L'Italie faisait partie maintenant, après le contrat de Rome, de ceux qui étaient l'organisation antécédente à l'Union européenne, n'est-ce pas? Marché européen, et donc il y avait d'autres pistes. Il y avait l'Allemagne, naturellement, la France, Belgique, les Pays-Bas, qui pouvaient prendre des ouvriers italiens. Donc ils se sentaient plus forts et ont commencé à renégocier les accords bilatéraux. Juste sur ces Italiens, si on peut juste faire une petite parenthèse dessus, parce que c'est quand même un truc fou. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que les Italiens qui étaient là à ce moment-là font partie de la Suisse. Enfin, ils sont intégrés. C'est nos voisins, c'est nos amis. On fait plus vraiment la différence dans beaucoup de situations. Mais en fait, les Italiens, il y a à ce moment-là, pendant ces années-là, en fait, c'était comme d'autres étrangers aujourd'hui qui sont mal vus. Aujourd'hui, c'était ça. Oui, les Italiens étaient vraiment, le groupe sur lequel tous les xénophobies ou le racisme étaient adressés, n'est-ce pas? Parce que, même si les différences aujourd'hui semblent minimales, à l'époque, ils étaient géantes, non? Ouais.
C'est ça. Et donc, c'était des différences culturelles qu'on mettait. Et ça veut dire qu'avec le temps, du coup, quand on finalement on arrête d'avoir ce discours-là, avec le temps, au fait, il y a une prophétie réalisatrice, et puis ça fait que les gens, en fait, ça donne raison au fait que l'intégration se passe bien si on stigmatise pas les gens, mais si on les stigmatise puis qu'ils repartent après, on garde cette peur alors. Oui, disons, à la fin, la question c'est quelle est la relation qu'on veut avoir avec des gens qui viennent, n'est-ce pas? Et une des théories que sont disons, qui sont assez approuvées en sociologie, c'est la théorie du contact. Plus on a des contacts, plus on a des échanges, plus on connaît, plus on est accommodé par rapport à aux gens qui viennent. Si on ne connaît pas, si on s'est fait des idées et on commence à stigmatiser aussi, là, alors là, la musique change, n'est-ce pas? Donc la question, c'est naturellement qu'à travers les différentes décennies, il y a eu déjà au début, mais plus en plus des contacts et aussi des relations qui ont permis naturellement de faire devenir l'Italie comme la 5e Suisse. Ah, ouais. Mais peut-être la 6e, pour être correct avec les concepts. Oui, mais à l'époque, dans les années 50, c'était dur. Non, on sert pas des chiens et des Italiens. Ça, c'était des mottos qu'on pouvait trouver dans des restaurants. Donc, et à partir des années 60, donc, il y a eu cette réévaluation des accords. Et le ministre était assez proactif et donc a dénoncé la manière de comment ses concitoyens sont traités. Et ça c'était presque un grand scandale, naturellement, qu'un ministre étranger vient en Suisse et après parle mal de la Suisse. Ouais. Et pour cette raison, on a dû repousser l'accord à 64. Mais cet accord a été important parce qu'il donnait déjà une forme de stabilisation des Italiens, ou des immigrés en général, en Suisse. Donc, il y a des temporalités qui étaient raccourcies, qu'après 5 ans, on pouvait passer à l'annuaire, après 10 ans à l'établissement de permis C, et donc avoir effectivement un futur dans ce pays. Et ça, c'était la raison pour laquelle il y a eu, au début, c'était le Parti démocratique qui était plus, disons, centre-gauche, à dire la vérité, de Winterthur, qui était le parti qui avait installé en Suisse les droits de la démocratie directe, au XIXe siècle, qui a commencé à dire peut-être ça c'était pas une bonne chose, n'est-ce pas? Ils ont essayé de faire une initiative contre la présence des immigrés, mais n'ont pas réussi. Et après, c'était le moment de monsieur James Schwarzenbach. Schwarzenbach était un frontiste dans les années 30. Un franquiste, donc il soutenait Franco en Espagne. Il venait d'une famille de l'industrie textile zurichois. Donc assez aisé. Sa mère était une grande admiratrice de Adolf Hitler, il faut aussi le dire. Qui est aussi fiancé. Il a invité à Zurich pour chercher des sponsors pour son mouvement quand il n'était pas encore établi. Et il avait aussi entièrement une cousine qui était très radicale de gauche, Annemarie Schwarzenbach. Et monsieur Schwarzenbach, après la guerre, il a cherché naturellement de trouver la fin de la guerre dans laquelle le fascisme a perdu. Il a cherché de se trouver une autre. Il devait pas travailler parce qu'il avait assez de l'argent. Mais une autre occupation. Il était journaliste dans un petit quotidien. Et à partir des années 60, il commence à se faire ses idées. Et membre de l'Action nationale, son parti, dans lequel il propose de reprendre cette idée du Parti démocratique et de faire une initiative. L'idée de l'initiative était de bloquer la présence des immigrés à 10%, Et il y a un très bel film par Peter Ammann et René Bourri, le photographe de Magnum, Bracci uomini no, qui fait allusion à ce dictum de Max Frisch, dans lequel on voit comment Schwarzenbach argumente, comment il dit que, oui, le Conseil fédéral avait promis une certaine chose, que ces gens rentrent, ils ne rentrent pas, alors il faut forcer
le Conseil fédéral à être actif. Ah, et donc, à réduire le nombre des immigrés en Suisse. Et disons, c'était une des batailles politiques les plus ardues dans ce pays, non? Voit dans le film de Haman et Bouri, de comment les gens n'avaient aucune hésitation de parler sur la rue. À la fin, il fait 46%. Ouais. Et 46%, il n'a pas gagné, mais 46% beaucoup, ouais. Pour un parti périphérique et marginal, c'était presque une victoire. Et ça a forcé après le gouvernement suisse, la Confédération, à être très, très modeste s'il fallait faire quelque chose pour l'intégration. Donc, ça a bloqué tous les débats qu'on aurait pu évoluer. Un vrai pouvoir, en fait, sur la situation. Alors là, on a fait déjà le temps pour le premier, même un peu dépassé. Donc, on va essayer d'avancer un tout petit peu pour essayer de traiter tout ce qu'on veut dans les temps. Mais puisqu'on est sur Schwarzenbach, moi, ce qui se passe après, c'est l'arrivée de l'UDC en Suisse, l'émergence de l'UDC. Et il y a deux éléments qui m'intéresseraient beaucoup de savoir. D'abord, la question du non à l'espace économique européen, cet aspect-là. Et puis, la montée, au fait, de Christoph Blocher. Ces deux moments, en fait, qui sont liés, justement, mais sont fondamentaux. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, mais finalement, quelles sont les similitudes et les différences entre quelqu'un comme Blocher, qui est un industriel, qui est quelqu'un d'ultra riche, qui a créé une entreprise, mais qui vient dans la politique avec ce discours vraiment radical, et Schwarzenbach, qui est plutôt perçu comme un idéologue de base. Je ne sais pas s'il avait des intérêts économiques aussi derrière, parce que je ne connais pas assez bien. Mais on voit qu'il y a comment ça se fait qu'on a cette reprise pas de cette thématique-là par maintenant quelqu'un qui ont fait un projet économique, en fait. Ouais. Mais il faut comprendre, disons, la prise de Blocher sur le parti comme une transformation de l'UDC, la Schweizische Volkspartei, qui était un parti des artisans et des agricoles, non? Qui était toujours autour de 9, 10, 11%, mais qui faisait partie du système suisse, non? Du corporatisme, néocorporatisme suisse, dans lequel eux pouvaient naturellement faire place à leurs idées et à leurs intérêts. Mais c'était peu. Avec 10%, on peut pas faire grand-chose. Et donc, Blocher, quand il a pris le parti, non, il a commencé à réfléchir, disant, où se trouvent les possibilités d'agir, non? Et il a transformé ce parti dans un parti qui est arrivé jusqu'à plus de 30%, n'est-ce pas? Et l'idée, c'était qu'il y avait à sa droite beaucoup de petits partis fringes, non? Minoritaires, comme l'Action nationale, les Républicains, le parti de l'automobile, la Lega, et l'EDU, le parti des évangélistes, non? Il y avait maintes partis qui occupaient, disons, 5, 6, 7% en tous, peut-être même plus. Ça dépendait aussi des conjonctures. Et là, il pouvait élargir, n'est-ce pas? Et donc, il l'a fait. À partir des années 90, disons, la grande victoire était le non à l'espace européen élargi, non? Qui est 92. Ou, disons, le mainstream, l'économie, vu que c'était improbable que la Suisse puisse joindre l'Union européenne, non? Cherchait une manière, un compromis, comme c'était fait aussi par la Norvège, par des autres pays, dans l'autre association économique européenne, des pays qui n'étaient pas partie de l'Union européenne. Et ça a été un compromis, mais qui a été... Et pour lui, c'était la grande chance de dire non, on ne veut pas avoir cette intégration, cet accord de bilatéral avec l'Union européenne. On ne veut pas faire partie de cet espace économique. On ne veut pas avoir aussi de circulation des gens. Et pour cette raison, on dit non. Et c'était aussi une votation très combattue. Et en décembre 92, il a gagné. Et donc, ça donnait aussi là, un signal, on peut gagner, même avec 10%, on peut gagner une grande votation, et surtout, on peut faire partie du gouvernement, mais être aussi à l'opposition en même temps. Et ça, c'était donc une situation win-win, non? Et à partir du 92, il commence à
alimenter, disons, et à chercher des votations qui avant étaient prises par des partis de la droite encore plus radicale. Et il commence à tester et voir qu'il gagne, parce qu'il commence avec l'asile, après avec la naturalisation, avec les immigrés criminels, fait des tests avant à Zurich, et après aussi dans des autres partis. Donc, c'est un trial and error, non, on essaie. Et si ça fonctionne, on continue, non? Et on continue, on a commencé avec les requérants d'asile, contre, disons, l'abus des requérants d'asile. Après, on est passé à la naturalisation. Après, aux questions d'intégration. Après, les Kosovars. Donc, c'était vraiment un test field pour avancer. Et ça a amené le parti, naturellement aussi la position vis-à-vis de l'Union européenne était décisive, très critique, on ne veut pas participer. La question de la souveraineté est la vraie question de l'UDC. Donc, tous les autres partis sont faibles, ils se sont affaiblis, ils pensent qu'après la chute du mur de Berlin, il faut maintenant faire du copinage avec les autres. Ils n'ont pas compris que la vraie valeur suisse et que celle d'être indépendant et neutre. Donc ça, c'est un peu... Mais du coup, enfin, moi, je me suis aussi souvent posé la question. Là, ce que tu dis, c'est, au fait, le problème numéro 1, c'est que cette idéologie, il y avait plein de partis qu'il avait, puis il a un peu fédéré ça, il a porté un nouveau discours, et ce discours a marché. Est-ce que c'est ça l'explication seule? Comment il a fait? Parce que je sais que c'est différent aujourd'hui, mais à la base, il n'a pas acheté des monstres médias, il contrôlait pas encore l'espace médiatique comme aujourd'hui, la droite contrôle l'espace médiatique, en tout cas pas autant, ou alors j'ai tort, et puis comme ça tu pourras m'expliquer. Mais alors comment il a fait pour devenir tellement populaire et que tous les médias, y compris aussi quelque part même les médias de service public, donnaient un véritable écho à ses idées? Est-ce que ça a joué un rôle? Qu'est-ce qui a joué un rôle à part l'idéologie elle-même? Il a transformé le parti naturellement dans un parti qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est devenu un parti populiste radical, non? Dans le sens qu'il utilise différentes tactique de confrontation pour montrer que c'est seulement ce parti qui est capable de défendre les intérêts des Suisses et des Suissesses, non? C'est un parti qui s'intéresse au peuple contre les élites, un parti qui s'intéresse, disons, aussi aux sauvegardes de places de travail pour les Suisses et pas pour le reste. C'est un parti qui critique des transformations inutiles, non, aussi dans le lifestyle, par exemple, parce que c'est pas ça la vocation suisse. Donc, c'était une transformation qui a mené plus en plus le parti à prendre des positions contre l'establishment, non? Ah oui. Et pour eux, l'establishment est de gauche ou peut-être centre-droite, mais pas vraiment dur. Ce ne sont pas des gens durs. Donc, il faut être concret, il faut dire la vérité, il faut se confronter avec les autres. C'est vraiment une tactique de confrontation pour mener les autres à faire comprendre le public que les autres n'ont pas de position. Mais du coup, comment c'est possible que les autres partis, particulièrement le PLR, le Centre, enfin les partis qui étaient censés être à droite aussi, n'ont pas réussi à contenir ça? Quelque part, il y a eu cette croissance à la droite de ces partis. Pourquoi ces partis n'ont pas su résister? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'augmentation en fait de leur concurrence? Mais ça, c'est la vraie victoire de l'UDC, n'est-ce pas? La vraie victoire de l'UDC, ce n'est pas de gagner 30% et plus. La vraie victoire est de transformer aussi les autres partis du centre-droite, non? À des positions qui suivent les leurs, non? Et de normaliser donc ceux qui sont des positions radicales. Ça, c'est la vraie victoire. Donc, si c'est que Gramsci appelait hégémonie culturelle, non? Donc, si on est capable de créer une nouvelle normalité, alors, le normal, c'est d'être xénophobe ou raciste. Et ça, ce n'est pas être raciste. Parce que ça signifie être suisse. Donc, de sauvegarder les intérêts des Suisses. Et on ne faut pas suivre là des idées étranges et penser qu'on est raciste parce qu'on donne la primauté aux Suisses, n'est-ce pas? Donc, on change toute l'architecture de l'établissement et les partis du centre, mais aussi, moi je dirais aussi les partis de gauche, sont confrontés naturellement avec une hégémonie nouvelle, non, qui va dans toute une autre direction. Ce n'est plus les années 90 dans lesquelles
pensait que, disons, le libéralisme de gauche avait gagné contre l'Union soviétique, non? Et donc il fallait établir une nouvelle réalité. Aussi par rapport à l'immigration, donc aussi reconnaître que cette immigration restait, et donc aussi s'approcher à une nouvelle loi sur les étrangers qui voyait l'intégration comme un des piliers importants, 2002, non? Ça c'était le grand changement. Et en plus aussi un approchement avec les accords bilatéraux en même temps qui insérait la libre circulation. Donc ce qui était le cas déjà avant la Première Guerre mondiale. Réinsérer, disons, cette ouverture, cette expansion du marché, faire participer aussi au marché européen pour faire valoir aussi les propres forts. Disons, il faut savoir aussi que les années 90, d'une part, ont débuté les discussions sur l'intégration des immigrés parce que l'économie suisse était faible. Il n'a pas, disons, ils ont gagné le nom d'eux, le nom sur le marché commun, mais l'économie suisse a souffert beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de chômage, relativement beaucoup, non, dans le sens suisse. Mais ça augmentait, non, et c'était surtout les villes à cette époque, Zurich, Berne, Lausanne et d'autres, donc qui ont cherché. À Bâle surtout aussi, très important, une ville très importante dans ces discussions, qui disait, mais la Confédération nous laisse seuls, et ils pensent que ces gens rentrent, mais maintenant ils ont tous un statut établi et sûr, ils vont rester parce qu'ils ont famille ici. Et donc, quoi faire, non? Et de ça, c'était le début du programme d'intégration qui était, 10 ans plus tard, repris par la Confédération. Donc ça change tout le champ qui s'adresse à l'immigration. Okay. Mais alors du coup, on a cet élément-là, on a l'émergence de ce parti, et puis on va en venir maintenant à cette espèce de discours commun qui a développé. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on avait avant un discours de l'UDC qui était quand même, et d'ailleurs beaucoup d'extrême droite aussi en Europe, où clairement il y avait une espèce de front contre ce discours en disant mais ça c'est le mal absolu, c'est dangereux, c'est exactement ce qui a conduit la perdition de l'humanité. Tout le monde savait que c'était mal, et puis quand il y avait un candidat de l'extrême droite en France, etc., on disait mais ça c'est dangereux. Et puis on est passé de ça à une arrivée de gens qui font franchement beaucoup plus loin que ce qui s'était passé et qu'on condamnait, mais qu'on considère comme acceptable. On peut penser à Trump aux États-Unis. Alors pour nous, c'est pas acceptable. En Suisse, on le déteste. Mais dans d'autres cas, c'est différent. En France, ils sont beaucoup plus notabilisés. Et honnêtement, l'UDC, il faut le savoir, entre ce qu'ils ont fait, leur campagne plus politique. Alors, première question, est-ce qu'il y a des différences entre le discours, disons, de Schwarzenbach, ou des discours encore pires qu'il y avait eu avant, et le discours actuel, ou disons, des 20 dernières années de l'UDC, dans leurs initiatives régulières sur l'immigration? Est-ce que c'est la même chose? Quelles sont les différences? Moi, je dirais que la différence, c'est le style, n'est-ce pas? Schwarzenbach avait un fringe party, un petit parti, donc il n'avait pas vraiment de grandes ressources, non? Et lui était grand seigneur. Non, et il n'avait pas, disons, une hésitation à le montrer. Non, il était vraiment un super bourgeois. Non, et il le montrait. Tout à fait. Et donc, évidemment, il pouvait avoir son réseau aussi dans des autres partis, mais on voulait pas se montrer avec lui. Non, pas parce qu'il était un extrémiste. C'était pas quelqu'un qui avait un plaisir à utiliser la violence. Ça, c'est la définition de extrémisme. Okay. Donc, on est aussi prêt à utiliser la violence pour gagner sur l'ennemi politique. Non, ça, c'était pas lui. Mais il n'avait pas les moyens, et à la fin, il n'avait pas non plus cette intelligence d'aller outre les 4-5% de son électorat. Blocher était naturellement toute une autre manière de faire, n'est-ce pas? Il utilise naturellement aussi des métaphores qui sont difficiles. Il va toujours un peu disons, à la frontière de ce qu'on peut dire, non? Il teste, les affiches sont, disons, l'exemple par excellence, donc on va vraiment aux limites on va même outre les limites pour être sincère, non, de ce qui est acceptable. Mais il joue aussi avec un pays, un pays qui a un narratif
qui est innocentiste, non, dans le sens nous sommes innocents et nous étions toujours de bonnes personnes, n'est-ce pas? Et pour cette raison, nous ne sommes pas capables d'être méchants. Et ça, c'est un peu, disons, la dimension sur laquelle lui et son parti, c'est pas seulement lui, aussi ceux qui pensaient, disons, les campagnes pour lui. Ça, c'est la dimension la plus importante. Donc, ça signifie qu'on joue aussi avec l'oubli. La commission Bergier, donc sur ce qui s'est passé dans les années 33 jusqu'à 45, il investit beaucoup d'argent, non, pour contraster cette commission, non, et dire que ça c'est la honte, cherche de mettre les soldats suisses dans une situation honteuse. Il fait la même chose aussi avec, disons, toutes les accords bilatéraux, parce qu'il pense qu'avec la confrontation, là, il est radical, ou son parti est radical, avec la confrontation totale, non, on peut, disons, transférer une partie de l'électorat dans son coin. Et là, il a eu aussi, pas toujours des succès, mais il a eu certains succès, n'est-ce pas? Et disons, l'initiative qui était sur l'immigration de masse, non? 2014, ouais. C'était une grande. La première était celle sur les minarets. Ça, c'était vraiment l'exploit. Non, là, c'est la première fois. C'était, disons, ceux qui a mené la campagne était le secrétaire de Schwarzenbach, non, il faut le savoir, hein, qui s'est transféré après à l'UDC, Schlüer, non, et lui, c'était vraiment la grande revanche, non, 70 perdus, mais 2009 gagnés, non, et après aussi sur... c'est une victoire symbolique quand même, très symbolique. Mais le symbolique est important, là, non? Ouais. Parce que, disons, on sait maintenant, la Suisse n'aura pas de minerais, nous ne sommes pas un pays musulman, ne veut pas avoir ces gens. À dire la vérité, c'est aussi à nous contre eux, n'est-ce pas? Donc, le parti est toujours capable de créer ça. Une, c'est les élites qui sont nulles, donc nous, le vrai peuple, qui sont capables de comprendre nos intérêts contre ces nullités qui se trouvent aux commandes. Nous aussi, nous comme peuple, nous comme Suisse, contre tous ceux qui aiment les étrangers et veulent un envahissement de ce pays chez nous. Non? Vous avez dit l'extrémisme, c'est la violence. Ça, c'est l'extrémisme et la violence, eux, ils sont radicaux. Exactement. Mais c'est un peu la différence entre extrême et pas extrême. En tout cas, c'est comme ça que tu as dit. Moi, j'ai une question par rapport à cet aspect-là. Finalement, elle commence où cette violence? Parce que ça, c'est un petit peu une barrière qui est quand même... Non, mais il faut le dire, c'est une barrière qui est floue. Parce que évidemment, une part de la violence, c'est de dire, moi, voilà, ce qui s'est passé dans le passé où on va carrément frapper des gens, les tuer. Enfin, ça, c'est clair que c'est de la violence, on n'a pas de doute. Puis après, aujourd'hui, on a une autre forme de violence. Par exemple, Trump qui incite des gens à être violents eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est de la violence? Est-ce que ça, c'est de l'extrémisme? Moi, je dirais Trump va outre, n'est-ce pas? Parce qu'avec ICE, non, avec c'est de la violence. Cette police spéciale qui a créé, qui a munitionné, non? Ça, c'est naturellement, il a un instrument qui permet, comme une garde prétorien, non? Qui permet d'être actif sans devoir utiliser la police locale, la police de l'État, n'est-ce pas? Donc, il a là un instrument qui est capable d'utiliser pour créer de la violence. Et moi, je dirais ça a un autre caractère que, disons, faire de la violence symbolique, n'est-ce pas, avec les affiches, aussi, disons, dans les discours, de dire qui n'appartient pas, qui y appartient. Donc là, je trouve, c'est aussi violent, naturellement, les affiches sur les moutons noirs, pour beaucoup de gens, c'était vraiment outrepasser un limite, non, parce que les gens ne sont pas stupides, ils comprennent ce que ça signifie, n'est-ce pas? Et aussi, disons, les minarets comme des rockets, non? Comme des missiles, missiles, donc, c'est un langage simple, mais assez clair, non? Qui dit, mais ces gens violent, sont tous des terroristes, n'est-ce pas? Mais quand même violent moralement, disons. Donc et symboliquement, naturellement. Parce que, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut le dire, ça, c'est l'exception de la Suisse, non? Quand même, après ce désastre, non? Après la Shoah, après millions de morts, on cherchait de comprendre
comment rétablir l'Europe sans aller se détruire tous les 30 ans, n'est-ce pas? Ça, donc on a créé quand même une manière de s'échanger. On a créé, disons, avec des négociations, l'union des montants, donc de charbon et de première communauté européenne. Schuman, Adenauer, Spinelli, tous les autres, ils ont été là importants pour créer. Et ça a amené aussi à c'était même, il y avait encore les anciens fascistes, n'est-ce pas? Mais ça a amené quand même qui ont utilisé la violence pour la victoire politique. Et donc, ce qui était le but de cette époque après la guerre, c'était de créer des institutions qui civilisaient les conflits, n'est-ce pas? Et ainsi qu'on ne devait plus entrer dans un conflit de guerre. Non? Et ça a réussi. Et donc, ça signifiait aussi, surtout après le 68, faire face à leur propre histoire. En Allemagne, c'était le grand thème. En France, moi. En Italie aussi. Non. De se confronter avec, disons, les ombres de leur propre histoire. Et ça, la Suisse, c'était complètement en dehors. Peu d'historiens qui ont fait ça, étaient traités comme des traîtres. Ah ouais. Donc, il faut savoir que donc on a évoqué une Suisse qui était au-delà de chaque suspect, non? Et pour cette raison, disons, la violence symbolique veut, disons, réanimer, disons, un pays qui, dans leur imagination, existait dans les années 50, 60, innocente et prêt. En fait, c'est toujours, il y a la pointe comme nous, on est les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Ça, c'est toujours ce qui permet aux gens de dire qu'on n'a pas besoin des autres. C'est ça. Non, donc ça, c'est l'isolationnisme suisse, helvétique, n'est-ce pas? Nous sommes les meilleurs, on n'a pas besoin des autres. Mais ça, c'est pas vrai, économiquement. Évidemment, c'est pas vrai. Disons, vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas? La Suisse est intégrée dans un marché. Disons, une grande partie de l'industrie suisse travaille pour les Allemands et pour les autres, non? Et donc, on est complètement connectés, n'est-ce pas? Évidemment, dans certaines branches, on est à la pointe, mais aussi là, on a besoin des autres. Disons, si vous allez avoir les grandes spin-offs qui sont créés par l'EPFL et la ETH de Zurich, ils sont pleins d'immigrés, non? Ils ont le matériel gris ouais. Vient aussi de pays non suisses, non? Alors du coup, reste la question, qui est la dernière partie de ça avant qu'on passe aux questions du public, mais on a un peu cette peur aussi face à Trump et tout ce qu'il a détruit, face à la montée du l'UDC, dont on se dit qu'elle va encore prendre des points, qu'elle va peut-être gagner en juin, ce qui serait une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Alors moi j'ai quand même quelques questions là-dessus. Déjà, est-ce que tu as une note d'espoir, parce qu'on a parlé maintenant de l'extrême droite, du mal, de la haine, de la destruction, de la séparation des autres. Puis au fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est l'inverse. Et puis comment on peut gagner face à ça, face à cette réussite quand même, qu'est la réussite de la montée des extrêmes partout en Europe, aux États-Unis. Alors on a vu par exemple Orban qui chute, tant mieux. On a vu que l'UDC a gagné l'immigration de masse, mais moi je trouve très très intéressant de voir qu'elle gagne cette initiative, puis après elle perd tout. Elle perd tout et elle perd même quelque chose. Je sais pas si, enfin je pense que tu te souviens même mieux que moi, mais il y avait une initiative contre les criminels étrangers. Et s'il y a bien un truc qui est populiste, c'est de dire non aux criminels étrangers, et ils perdent. Ils perdent sur le thème de l'état de droit, qui est quand même pas le thème le plus facile à gagner. De dire voilà, et aujourd'hui on a un retour. Alors qu'est-ce qu'il peut faire à part, moi j'ai la conviction que un des trucs qui les fait perdre, c'est quand ils gagnent. Ils gagnent et puis on voit qu'en fait c'est pire. C'est comme le Brexit, ils gagnent puis après tout le monde veut revenir. Là c'est la même chose. Mais à part les laisser gagner, est-ce qu'il y a une meilleure solution pour gagner contre eux? Oui, mais non, la question de l'immigration, c'est naturellement une question très très difficile. Non? Pourquoi aider des gens qui sont pas encore ici, ou pourquoi s'allier avec des gens qui se trouvent ici, mais qui n'ont pas le droit de vote, toutes ces questions-là. Non, et comme j'ai entendu ce matin quand j'étais en voiture, c'est légitime de vouloir préserver le propre pays, de comment il est. Et effectivement, on peut partager toutes les opinions, et c'est évident que c'est légitime.
Mais ce qui est aussi vrai et légitime est d'avoir une conception de la Suisse qui n'est pas un pays, disons, dans lequel il y a l'exception de l'immigration. Mais c'est un pays dans lequel 41% des gens qui ont plus de 15 ans ont un parent ou un grand-père ou une grand-mère qui a immigré en Suisse. Non? Donc, presque la moitié a une liaison avec l'histoire de l'immigration. C'est un narratif suisse, mais qui devrait être aussi repris, de montrer qu'il y a cette histoire avec, disons, avec tous les espaces publics aussi. À la télé, dans le Parlement, il faut montrer, il faut aussi, certains cachent, disons, cette origine. Il faut aussi le savoir. Il y a aussi honte, non? Parce qu'on a fait une étude par rapport à ces questions. Donc, en fait, dire que la Suisse, ce qu'est vraiment la Suisse, plutôt que ce qu'on la fantasme, en fait. Non, la vraie Suisse est un pays d'immigration, non? Avec 41% qui ont dans leur famille une histoire d'immigration. Mais ça fait pas peur à ces gens qui ont réussi à mobiliser l'UDC. Finalement, c'est exactement ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, les plus extrêmes disent, mais au fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu des discours à l'université à de gens qui étaient un petit peu radicalisés, qui disaient, mais en gros, c'est le remplacement. On va se faire remplacer par les étrangers et notre culture va s'évanouir là-dedans. Alors, est-ce que si on dit à ces gens, regardez, on est déjà tous étrangers. Mais on parle maintenant des Suisses, disons, de personnes avec nationalité suisse, non? Ouais. Et effectivement, disons, aussi la Suisse, cette idée du remplacement est naturellement une idée de l'extrême droite française. Non? L'idée, c'est que il y a des conspirations et qu'on veut, disons, se débarrasser des blancs, faire venir des autres pour changer les choses. Et moi, je dirais que c'est complètement idiot d'avoir ces opinions parce que ce qui se passe, c'est naturellement une forme de accommodation, acculturation réciproque, n'est-ce pas? Les Suisses, comme les jeunes, comme vous, non, comme toi, ne sont plus les mêmes Suisses comme celles des années 50, même âge, n'est-ce pas? Il y a aussi eu une transformation culturelle des Suisses et des Suissesses, non? Et ça, c'est, évidemment, ce n'est pas partout la même chose. Il y a les urbanites qui ont des autres coutumes que ceux qui vivent dans les agglomérations ou en campagne. Mais en général, par toutes les espaces suisses, il y a eu une grande transformation. Et donc, le narratif que eux ils proposent, c'est, ces transformations nous amènent aussi à des problèmes, n'est-ce pas? L'espace, la densité, toutes ces choses. Alors, si on élimine les étrangers, on élimine aussi des problèmes. Donc ça, c'est le narratif. S'il y a des problèmes, on va pas résoudre les problèmes sur, disons, sur leur fonction, mais on élimine les étrangers. Et ça, c'est un peu le narratif suisse. Il faut aussi le voir. C'est ça qui est fou, parce que c'est vrai que dans mes débats avec l'UDC, c'est vraiment complètement fou à quel point on peut parler de tous les problèmes qui existent. Ça va de la météo, à l'agriculture, à la consommation, à nos habitudes, à nos allergies, tout. Il faut juste quelques minutes, puis après on arrive sur en fait, c'est l'immigration. Tout est l'immigration. Puis ça, c'est quoi? C'est une stratégie parce que comment on combat? C'est un cheval gagnant parce qu'ils ont gagné avec cette métaphore, n'est-ce pas? Le narratif de dire nous sommes spéciaux. À dire la vérité, nous sommes les premiers de la classe. S'il n'y avait pas tous ces gens-là, non? Et donc c'est toujours cette illusion, cette imagination d'être supérieur aux autres qui amène après à déévaluer, disons, la réalité. Parce que la réalité est une réalité mixte, n'est-ce pas? Multiculturelle, non? Pas seulement les différentes langues suisses, naturellement. C'est beaucoup plus complexe. Mais cette complexité doit être narrée. Il faut avoir des stories par rapport à ça. Et ça, aussi dans la littérature suisse, il y a peu qui font ces choses. Vous voyez, aussi dans les films suisses, il y a peu qui le font. Donc la narration, c'est toujours une classe moyenne avec des problèmes de la classe moyenne. Non? Ah ouais. Et puis du coup, on a parlé d'histoire et on est revenu jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une leçon d'histoire qu'on peut apprendre. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce que tu as un exemple d'un parti ou d'un mouvement qui a gagné contre l'extrême droite dans le passé, contre ce discours-là, contre un discours anti-immigration, un petit peu comme celui qui est tenu aujourd'hui par les forces de droite ou de droite dure, et ça a marché. Est-ce qu'on a quelques exemples de succès aussi, de mouvements qui ont voulu lutter ça, et est-ce qu'on sait expliquer pourquoi ça a marché?
C'est une bonne question. Maintenant, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était naturellement la votation sur les droits humains, n'est-ce pas, qu'on a eu. Donc, est-ce que le droit suisse doit être priorisé sur le droit européen des droits de l'homme? Et ça, c'est naturellement, disons, ces conventions de droits de l'homme protègent des personnes qui sont faibles. Et les plus faibles en Suisse sont les personnes avec un statut d'immigré, n'est-ce pas? Donc, aussi là, il y avait cette valence, si on élimine cette convention, on peut gagner. Et ils n'ont pas, et moi, j'ai été très critique. Moi, je pensais que, disons, souveraineté judiciaire, capacité, le propre droit doit primer sur les autres. Moi, je pensais que ça pourrait être difficile, non? Mais c'était pas le cas, non? Les gens veulent quand même un état de droit, aussi au niveau supérieur de celui suisse, ainsi que s'il y a des infractions de droits de l'homme, on puisse aller à Strasbourg, n'est-ce pas? Donc, moi, j'étais assez surpris de cette. C'était aussi une campagne qui était menée avec beaucoup de verve, non? Surtout aussi par des jeunes, avec les médias sociaux. Donc, c'est avec oui. Donc, il y avait un engagement énorme. Et moi, je pense qu'aussi pour cette votation, il faut alimenter un engagement de ce type, comme à l'époque. Moi, j'ai encore une question, avant qu'on passe aux questions du public, mais ça, c'est un point que je trouverais encore important de traiter. On arrive maintenant à un test qui va être extrêmement important pour la Suisse. Il faut se rendre compte, on a ce chemin qui va se passer. On a l'initiative du chaos, enfin 10 millions d'habitants. On a l'initiative sur la neutralité, ensuite, qui est après. Et puis tout ça jusqu'au bilatéral. On ne sait pas encore quand on va voter sur les bilatérales, mais tout ce chemin-là, en fait, est le chemin qui va déterminer qu'est-ce que sera la Suisse demain? Est-ce que la Suisse, au fait, capitalise sur sa richesse, sur ce qui a fait son succès, et puis quelque part s'ouvre? Ou est-ce que la Suisse veut faire quelque chose de différent, être Singapour de l'Europe, mais complètement séparé, détruire son économie réelle et dire on va attirer peut-être des milliardaires, on va contourner les sanctions européennes pour les oligarques russes, on va s'allier avec Trump, ou même si ça marche pas, ou la Chine. Donc il y a un peu cette espèce de croisée des chemins. Puis ma question, c'est, à ton avis, dans ce monde-là, d'un côté, quand on a envie de dire ça aux gens, c'est vrai qu'on le fait, on dit, mais attention, l'essentiel de notre succès économique, c'est nos relations avec l'Union européenne. Si on résilie ces accords bilatéraux, eh ben, en fait, ça va être la catastrophe pour la plupart des gens, pour la classe moyenne. On n'aura plus de soignants, ça va être l'horreur, etc. Donc ça, on dit. Puis moi, je suis convaincu, c'est une réalité. Ça va être très dur pour les gens. Pas forcément pour les milliardaires, mais pour les autres. Mais en même temps, quand on dit ça, on dit, mais vous nous faites peur. Ce qui est d'habitude le truc de l'UDC, de faire peur aux gens. Hein. C'est vrai, quelque part, ça fait peur de dire ça, même si c'est vrai. Et du coup, si je dis, mais alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce texte sans être que dans le discours, même si c'est la vérité, hein, de dire, ben oui, ça va être le cas, ou parce que ça va être le cas, mais pas seulement. On a un projet alternatif à proposer qui est meilleur pour vous. Comment ça peut marcher? Mais à dire la vérité, en Suisse, disons ça, on l'a vu aussi en 2014, tous les deux partis ont argumenté avec l'arbre, disons, le succès suisse qui va le détruire si on vote oui ou si on vote non. Donc c'était presque le même imaginaire. Moi, je pense que les Suisses sont assez alertes sur les relations avec l'Union européenne, non? Ils le savent, l'ont prouvé aussi dans les différentes dernières votations, mais pas 2014. Ceux-ci cherchent d'aller dans la même ligne comme 14, et c'est une bombe qui détonne un peu plus tard que celle de la votation. C'est une détonation retardée, non? En général, disons, et ça c'est un peu le péril de cette votation, mais d'autre part, si c'est clair que la Suisse se trouve effectivement en ce moment dans une situation très difficile, n'est-ce pas? Parce que toutes les imaginations que certains leadership avaient de pouvoir faire des accords avec les Américains, avec la Chine, et avec toutes les autres, n'ont pas fonctionné. Et les Américains sont plus des alliés fiables. Le seul allié fiable en Suisse, pour la Suisse, est l'Europe en ce moment. Donc, est-ce que vraiment on veut risquer de se mettre dans de mauvais termes avec l'Europe
dans le prochain futur. À part ça, c'est vraiment le discours de base du PS, c'est de dire, mais en fait, aujourd'hui, on a choisi ce thème-là, de dire, l'Union européenne, l'Europe en général, c'est notre débouché économique, c'est notre source d'emploi numéro 1, c'est notre source de richesse et de prospérité numéro 1. Et puis Trump, on voit bien que c'est 1000 fois pire. Les dictateurs ailleurs, c'est loin et c'est pas mieux. Et du coup, on montre aux gens, en fait, que c'est notre meilleure voie pour nous, c'est dans notre intérêt. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes qu'on rajoute, ou c'est la bonne? C'est la votation, car je te aussi d'autres préoccupations. Ouais. Et peut-être il faut prendre ces préoccupations et les adresser différemment. C'est aussi ça, c'est une possibilité. Le logement, les écoles, toutes ces questions. Donc, de trouver des solutions qui sont faisables, non? Et aussi inclusives, n'est-ce pas? La question, c'est quelle est la Suisse que nous voulons avoir, non? Ça, disons, tout le monde doit se poser ces questions. Est-ce que c'est une Suisse, disons, dans laquelle nous pensons que nous sommes le premier partout, et donc sans alliés, ou est-ce que nous sommes, où on pense, dans ce sens qu'on va acheter les alliés, mais il faut pas faire confiance, non? Ou est-ce qu'on veut créer quelque chose d'autre, non? Et là, ça sont les décisions à prendre. Le système politique suisse incite naturellement, parce qu'il y a cette démocratie directe, qui permet naturellement tous les 3-4 ans de revenir sur ces discussions. Et donc, il n'y aura jamais une dernière parole. Et aussi, l'UDC a prouvé que même s'il y a une décision finale, il ne l'accepte pas et revient de nouveau. Donc, ça fera partie de différents conflits aussi. On n'est pas prêt d'arrêter de discuter de ces éléments-là. Jamais. En fait, on peut penser qu'on est les meilleurs et les premiers, mais ça, c'est possible seulement si on travaille avec les autres. Par contre, si on s'isole, on finira par être sûr d'être les derniers, quoi. Mais on l'a vu aussi avec les programmes de recherche en Suisse. Évidemment, on peut payer, mais si on sort des réseaux où les autres participent, on va se couper des informations, n'est-ce pas? Donc, c'est bien si on est premier, mais c'est bien aussi de partager, d'être premier avec les autres. On peut toujours apprendre, non? Oui, puis je pense ce qui est clair, c'est que la valeur ajoutée de travailler bien avec les autres fait qu'on est meilleur que si on est seul. Parce qu'on prend chez les autres ce qui nous amène le plus, et eux, on peut leur donner quelque chose avec lesquels ils ont intérêt. Ça, c'est un peu la base, mais c'est vrai qu'on a de la peine, des fois, à l'expliquer comme il faut. Mais Brexit est, par exemple, un bon exemple. C'est un parfait exemple. Les gens pensaient de gagner, mais non, ils ont perdu tout. Non? Et ça va pire que plusieurs points de PIB de moins, une explosion de l'immigration extra-européenne en plus, donc ils n'ont même pas réussi à faire ce qu'ils voulaient en termes d'immigration. Ils ont juste tous les problèmes qu'ils voulaient en même temps, et la pauvreté et tous ces gens qui regrettent. Les sondages montrent effectivement, je crois que 60% des gens aujourd'hui seraient pour une réadhésion à l'Union européenne. Ce qui est quand même choquant, alors qu'ils viennent de prendre la décision. Oui, mais on peut se auto-lésionner, n'est-ce pas? Ça, c'est toujours possible. Oui. Bon, peut-être qu'on doit essayer de donner des réponses. On va justement voir s'il y a des personnes qui sont avec nous. Donc, vous êtes très nombreux. Vous êtes tous restés jusque-là avec nous. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et du coup, on va voir si vous avez quelques questions ou des choses que vous souhaiteriez demander ici. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez qu'on traite, ou une question particulière sur l'extrême droite, sur l'UDC, sur cette initiative, bref, sur tous les sujets qu'on a abordés. Maintenant, je suis ouvert, c'est dans le chat, donc vous pouvez mettre dans le chat les questions, je les vois depuis ici, et puis il faut pas hésiter à nous dire, on peut regarder. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je vous laisse un petit moment pour le faire. En attendant que vous réfléchissiez et posez toutes les questions que vous avez, moi j'en ai une, c'est vrai que tu l'as abordé au milieu, on a parlé de l'idée que les autres partis non seulement ont perdu du terrain face à l'UDC, mais donc le centre, le PLR, mais en plus se sont rapprochés de l'UDC. Oui. Moi c'est un truc qui m'a choqué avec le PLR et maintenant le centre. En fait, ces deux partis en fait se collent à l'UDC parce qu'ils ont tellement peur de son discours. Est-ce que ça leur profite, ou est-ce que ça leur coûte? Est-ce qu'ils gagnent en faisant ça, en laissant en fait l'opposition seulement chez nous, seulement au PS? C'est à voir, naturellement. Il faut se rappeler que quand même la votation sur les 18% de l'année 2000 était menée par Philippe Müller, qui était radical. Donc déjà là, il y avait c'était un membre du Parti radical. Donc, déjà là, on voyait que
il y avait une convergence, une proximité. Ça, c'est vraiment, à dire la vérité, moi je dirais, ça c'est le champ le plus intéressant, de voir jusqu'à quel point ces partis veulent copier le succès de l'UDC et jusqu'à quel point ça augmente aussi le succès de l'UDC soi-même, parce que si eux reprennent donc le discours et le narratif de ce parti adversaire, alors ça signifie qu'on va immédiatement chez ce parti, non? Donc il y a eu là aussi des pertes d'adhésion, et on le voit, disons, tous les deux partis, le parti radical comme aussi le centre, souffrent naturellement en ce moment, parce qu'ils ont aussi disons, perdu auprès de l'UDC. On t'a dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de dire, en fait, il y a toute une histoire de narratif, d'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire sur la Suisse? Et puis là, on a une question dans le chat. Pourquoi la littérature suisse retracerait peu la réalité multiculturelle de la Suisse? Et puis ça, c'est vrai que c'est une question. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, on vit cette multiculturalité, on parle avec des gens, on achète, on mange multiculturel, on adore ça. Puis en même temps, quand on raconte l'histoire de la Suisse, on n'y pense pas. Pourquoi? Ok, mais ça dépend entièrement aussi des histoires des gens qui produisent de la littérature. Il y a Naji Bonji, par exemple. Là, c'est le sujet, et il a gagné les différents prix, soit en Allemagne qu'en Suisse. Non? Et il y a aussi d'autres qui ont essayé de le faire. Mais disons, c'est quelque chose d'assez récent, non? Et ça ne correspond pas au narratif qu'on fait de soi-même. Si on regarde la télé, par exemple, les films, jusqu'à quel... Peut-être nous sommes maintenant aussi dans une phase de transition, mais en général, disons, l'immigration joue toujours un rôle quand c'est un problème, non? Donc c'est un criminel ou quelqu'un qui cherche un refuge. D'ailleurs, l'UDC se bat pour qu'on dise que les criminels sont des étrangers, qu'on donne des statistiques là-dessus, et puis qu'on parle surtout pas des études scientifiques qui tempèrent un peu ce discours. Donc, c'est vrai. Moi, je dirais, parce qu'il y a aussi, dans le théâtre allemand, il y a aussi cette figure du théâtre post-migrant. Le post-migrant signifie que la migration est une normalité. Donc, il faut aller outre de penser toujours seulement à l'immigration, donc au numéro des gens qui viennent, mais de effectivement réfléchir sur le fait que c'est une société dans laquelle la migration, l'immigration fait partie existante de cette réalité. Et donc, de réfléchir de différentes pièces de théâtre dans lesquelles cette normalité et tous les conflits qui sont liés à cette normalité sont repris, n'est-ce pas? Et donc, de ne pas raconter une société comme si elle était encore dans les années 50. Et même dans les années 50, il y avait l'immigration, évidemment. Puis justement, on va peut-être faire le miroir avec cette question de l'immigration. L'immigration, on sait qu'il y a déjà énormément de Suisses aussi. On parlait de la 5e Suisse à l'étranger. Il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, l'initiative 800 000. Et donc, juste si ces gens voulaient revenir en Suisse, on aurait déjà un problème avec l'initiative de l'UDC. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai. Si les Suisses voulaient revenir, on devrait immédiatement résilier les accords bilatéraux, même avant même qu'on vote cette initiative. Donc, on voit déjà que même les Suisses, on les veut pas. Et ça c'est quand même fou. Non, ça c'est fou. Bah oui, non, mais ça c'est fou dans la logique. Et puis, mais au fait, ça veut dire que la Suisse, et c'est la question qui a été posée, a pas toujours été que un pays d'immigration, parce qu'on parle de ça, mais aussi d'émigration. Alors, comment c'était? Mais c'est aussi une amnésie, n'est-ce pas? C'est une amnésie historique. Nous aimons naturellement rappeler les Suisses qui ont eu du succès, non? Small numbers, big impact. C'est une exposition qu'on a eue une fois. Donc, c'était petite émigration, mais quand même avec un grand impact. Donc, on mentionne Le Corbusier et tous les autres, Chevrolet, et aussi les actrices à Hollywood. Mais Renée Zellweger. Mais, disons, c'était aussi une histoire dure, et c'est une histoire complexe, l'histoire de l'émigration. Et c'est aussi une histoire encore aujourd'hui complexe, avec différentes, disons, dimensions d'émigration. Il y a certains qui se trouvent dans certains pays depuis longtemps, et il y a les expats qui partent et arrivent. Donc, et c'est une histoire qui, dans le narratif suisse, sauf, à dire la vérité, dans la radio, mais aussi dans la télé suisse allemande, on parle souvent. Je dois dire, ça a changé, pour être sincère. On parle toujours de ceux qui veulent sortir. Donc, là, on cherche de les intégrer. Et le 1er août,
C'est toujours aussi la journée oui, de tout la à fait, Sainte internationale. On a beaucoup de questions qui viennent, là, c'est super. On a la question des immigrés, jeunes et moins jeunes. Ça, c'est vrai que c'est une question assez folle. On a des fois des immigrés qui se prononcent, en fait, pour soutenir les partis anti-immigration. Ouais. Comment on peut expliquer ce phénomène? Ça paraît tellement bizarre. C'est vrai que c'est pas forcément la majorité, mais comment on peut expliquer cette espèce de syndrome d'imposteur, presque? Ouais. Ben, aussi parce qu'il y a... Stockholm, plutôt, ouais. Non, okay. Non, ben, nous avons mené une fois une étude, Probable Commitment. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des immigrés en Suisse qui, disons, ont vécu toutes ces initiatives, toutes ces votations, et quand même s'approchent à l'UDC? Alors, premièrement, l'expérience de l'émigration ne signifie pas de devoir choisir une partie, n'est-ce pas? Il y a, disons, cette expérience, mais il y a encore autres dimensions qui sont importantes. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vécu? Beaucoup de ex-Yougoslaves, si on veut les appeler comme ça, on ne dit pas naturellement des Serbes, des Croates, ont vécu aussi un système communiste. Pour eux, la gauche, c'est le diable, n'est-ce pas? Des autres personnes qui viennent... Donc, mais non, il faut le faire face. Donc, donc, pour eux, la dimension migration est une dimension, mais il y a beaucoup d'autres qui les amènent à disons, choisir, à faire des autres choix politiques. Donc c'est en fait l'anti-gauche qui fait un petit peu cet aspect-là. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est suisse d'adoption et qu'il comprend pas comment a pu se construire ce discours qu'un Suisse pure souche est supérieur aux autres. C'est-à-dire cette espèce de sentiment de supériorité que l'UDC donne. Comment il peut émerger alors que, voilà, ça c'est quelque chose que comprennent pas des gens qui ont peut-être eux vécu plein d'autres choses et puis qui ont pu bouger puis qui se rendent pas compte que la génétique, qui se disent pas que la génétique c'est ça. Comment ça se fait que ça marche, ça? Mais ça, c'est une réflexion qui vient de l'extrême droite, du fascisme, n'est-ce pas? Donc, toutes les luttes au 19e siècle, qui est français de souche ou français naturalisé, revenu durant la France de Vichy, non? Aussi en Allemagne, disons, les Juifs qui étaient naturalisés, et après, sur la droite, sur les races de 36, a éliminé, disons, cette adhésion. L'idée, c'est que c'est naturellement une idée fortement raciale, qui parle raciste, qui parle dans le vrai sens de la parole, qui parle du point de vue que seulement ceux qui sont comme nous peuvent comprendre ceux qui sont nos intérêts. Et donc, ça doit être cette communauté ethnique, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'est de là, disons, le noyau dur d'une nation. Et pas ceux qui sont immigrés. Mais ça montre aussi que c'est un mouvement qui est fondamentalement anticonstitutionnel et contre des constitutions. Parce que les constitutions savent que la composition d'un pays est complexe. Donc, il faut assurer des droits pour ceux qui ont une conception raciste de la société. Ils n'ont pas besoin de droits. Il y a une question, je pense, que beaucoup de gens se posent aussi, qui nous est posée ici. En fait, c'est marrant, mais ces gens qui sont contre l'immigration, en tout cas quand on parle de l'UDC, ils sont pas contre toute l'immigration, hein, parce qu'ils ont pas de problème à ce que des milliardaires migrent dans des grandes maisons. Ça leur pose zéro problème. Bon, c'est une certaine migration qui est stigmatisée. Alors là, avec cette initiative, c'est tout, hein, c'est la classe moyenne migrante, c'est les travailleuses, etc. Parce que c'est vraiment une initiative qui concerne tout le monde. Mais dans les faits, ils mettent un focus sur l'asile. Puis quelqu'un pose la question, mais oui, l'UDC arrête pas de parler des requérants d'asile, arrête pas de parler de l'asile comme une source massive de problèmes, et puis qu'en fait, il suffirait d'arrêter avec ça, et puis tout irait bien. En essayant en fait d'appeler au porte-monnaie les Suisses, en disant mais l'asile vous coûte cher. C'est vrai, finalement, quelqu'un qui vient ici et qui fuit la guerre et qui a souffert, dont la vie était horrible, au début, c'est un coût pour la Suisse, pas sûr que ça le reste, parce qu'on connaît des histoires où c'est vraiment l'inverse qui se passe ensuite, mais c'est clair que c'est ça le sentiment. C'est-à-dire, au fait, ces gens nous coûtent, puis ma foi, voilà. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on répond à une UDC qui attaque le requérant d'asile, l'asile, comme étant la source de nos problèmes? Il y a différentes dimensions, n'est-ce pas? La première est naturellement celle de l'hierarchisation des différents groupes d'immigration, n'est-ce pas?
Et ça, c'est déjà en soi difficile, mais ça, c'est toujours aussi la volonté de ces initiatives de créer une hiérarchisation. Donc, il y a une immigration choisie et une qu'on voudrait faire disparaître. Et les requérants d'asile sont les premiers. Ils le sont parce que dans cette imagination, ce sont des gens qui viennent prétendre d'avoir des droits, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'ils reçoivent le statut de réfugié, ils peuvent rester. Et donc, ils sont favorisés. Et ils coûtent. Et ça, c'est la raison pour laquelle on veut, on veut les éliminer. Parce que, disons, ceux qui viennent pour travailler n'ont pas des privilèges de ce type. Ils ne sont pas protégés par le droit international, n'est-ce pas, une fois qu'ils reçoivent un statut. Le problème, ce qu'il faudrait dire, c'est naturellement que on s'est donné après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale et tous les un régime, une convention, des accords qui cherchent de mettre la personne au centre de notre attention par le droit lui-même, non? Et donc, ça signifie que s'il y a des gens qui doivent échapper des situations difficiles, ils n'ont pas un droit au statut, mais il faut les écouter, n'est-ce pas? Et ça, c'est, disons, primordial. Si on commence à renoncer à ce droit, on est perdu. Donc là, on peut effectivement biffer toutes les leçons qu'on a tirées après 45. Très bien. Moi, j'ai encore une dernière question qui vient du chat et après, on va arriver gentiment au bout de notre échange. Merci beaucoup. Mais c'est une question que j'entends beaucoup et puis formulée de plein de façons différentes. Cette idée de dire finalement l'UDC et puis la droite, l'extrême droite aussi par le passé, tous ces mouvements disent au fait, nous on est fiers de notre identité suisse, on est fiers de la Suisse, on est patriotes, on aime ça, on aime les traditions suisses, etc. Et en gros les étrangers c'est pas ça. Ouais. Et puis la question qui est posée c'est est-ce qu'on devrait pas revendiquer, est-ce qu'on pourrait pas revendiquer une autre forme d'identité suisse, mais qui reste, au fait, on a le droit d'être fier de notre pays, on a le droit d'être fier qui on est, on a le droit d'être fier d'où on vient, où on vit, de ce qu'on fait, et cette identité suisse n'est pas associée au fait de venir de l'étranger, ou pas, d'être migrant, ou pas, mais elle est associée à quelque chose d'autre qui fait la Suisse, qui fait peut-être d'ailleurs ce qui est le plus noble de la Suisse, c'est-à-dire pas qui elle est, génétiquement, mais ce qu'elle veut, ce qu'elle a fait, ses efforts. Est-ce qu'on peut, une fois, changer cette idée de qu'est-ce qui fait l'identité suisse, qu'est-ce qui fait notre fierté d'être suisse, en allant vers quelque chose qui est plus lié d'ailleurs à ce pourquoi on aurait du mérite, non? Bah, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que c'est la question du futur. Comment est-ce qu'on peut sortir aussi de cette localisation de la fierté d'être suisse. C'est vraiment aussi du patriotisme réduit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'autres formes de patriotisme. Il y a le patriotisme de la propre commune, de la ville surtout. Les immigrés, en grande partie, s'identifient avec leur ville, n'est-ce pas? Parce que là, ils ont pu disons, explorer l'espace et comprendre où il se trouve. Mais il y a aussi différentes identités suisses, non? Je me rappelle l'exposition à Séville, qui disait la Suisse n'existe pas. Donc la Suisse n'existe pas parce que il n'y a pas une Suisse auquel on peut faire référence. Une Suisse des paysans qui font seulement encore 2% de personnes qui sont productives et actives en Suisse, n'est-ce pas? Donc on peut se créer une imagination du propre pays qui ne correspond pas du tout à un pays globalisé, hautement qualifié dans ses produits qu'il fait et qui correspond aussi après à la fierté des gens qui peuvent avoir une fierté par rapport au lieu, une fierté par rapport aussi à ceux qu'ils font, mais aussi une fierté par rapport aux amis, à la société qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Parce que aussi ça, c'est tout important. Donc moi, je dirais, plus qu'une fierté identitaire de ce type assez réduit, il faudrait avoir aussi une fierté, un patriotisme constitutionnel, par exemple, de ceux qui la Suisse est capable d'offrir comme un espace commun avec des droits et avec aussi des possibilités de se réaliser, n'est-ce pas? Et ça, c'est la vraie Suisse, non? Une Suisse qui est ouverte vers le monde, une Suisse qui est aussi ouverte vers le futur.
Ben voilà, je crois qu'on a parlé du futur, je crois que c'est maintenant ce qui nous reste. Donc le futur, je rappelle, c'est d'abord cette votation du 14 juin. On a parlé un peu de ces thématiques autour de ça, mais c'est vraiment important. Quoi qu'on en pense, qu'on se mobilise, que ce soit pour des raisons économiques, humaines, sociales, qu'on se mobilise pour cette votation, ça c'est un peu notre message. J'aimerais dire vraiment un grand merci à Gianni, merci beaucoup pour toutes ces lumières, c'était vraiment impressionnant de tout ce que tu sais comme ça naturellement, c'est magnifique. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et puis j'aurais voulu juste rappeler un élément, si ça vous a plu. On a organisé un deuxième webinaire qui aura lieu le 19 mai à 19h30 avec Valérie Piller-Carrard, donc vice-présidente du Parti socialiste, conseillère nationale fribourgeoise, Oscar Mazzelloni, donc qui est politologue et aussi expert du populisme. Donc ce sera un autre thème un petit peu connexe avec un autre style, mais vraiment aussi ces questions-là sur cette thématique-là qu'on a décidé de faire aussi dans le cadre de cette votation, parce que nous pensons aussi que de comprendre l'histoire nous aidera peut-être à améliorer notre futur. Et puis pour ça, ces lumières que tu nous as apportées, Gianni, étaient vraiment très très éclairantes. Merci infiniment de ton aide, de ton soutien, d'être venu ici jusqu'à Berne pour parler et t'adresser à toutes les personnes qui s'intéressent à cette thématique. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Si jamais, dans le chat, on vous met le lien pour le prochain webinaire si vous souhaitez vous inscrire. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail parlementaire samuel.bendahon@parle.ch et vous pouvez aussi contacter Monsieur D'Amato. Merci beaucoup, Gianni. Merci à toutes et tous. Et au grand plaisir de vous retrouver à une autre occasion.